Merci de nous rejoindre sur Radio J. Comme tous les matins, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h. Et ce matin, on s'intéresse à la situation dans le Caucase depuis le 12 décembre dernier. Le corridor de Latchine, l'unique route qui sépare l'Arménie du Haut-Karabakh, la république autoproclamée, peuplée majoritairement d'Arméniens, est bloqué par des manifestants azerbaïdjanais. Sur ces 120 000 habitants arméniens, eh bien, ils sont toujours coincés dans une précarité grandissante, sous blocus, restés plusieurs jours sans eau, ni médicaments, ni électricité. Alors que se passe-t-il dans cette partie du monde ? Pourquoi si peu de médias finalement en parlent ? Et que demandent surtout les soutiens des Arméniens de l'Arménie ? Eh bien, notre invité ce matin pour en discuter, c'est Ovanes Gevorkian, représentant en France de la République du Haut-Karabakh. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. C'était important de vous entendre, même si on en parle, c'est vrai, régulièrement sur Radio J de cette situation. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, justement, le fait que si peu de médias finalement en parlent. Avant d'évoquer la situation actuelle, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette région, est-ce qu'on peut faire peut-être un point historique sur le Haut-Karabakh, à différencier donc de l'Arménie ? Qu'est-ce que représente ce territoire pour les Arméniens aujourd'hui et pourquoi est-il si convoité et toujours si disputé ? Le Karabakh a toujours fait partie de l'Arménie, du royaume d'Arménie. Et le Karabakh, les Karabakiotes ou les Artsakiotes, comme nous appelons les Arméniens qui vivent en Artsakh, ont partagé pendant des siècles, de longs siècles, tout le destin du peuple arménien. C'est en... IVe siècle, au début du IVe siècle, comme le reste de l'Arménie, que nous adoptons le christianisme, et à partir de là, notre vie est ponctuée par cette foi chrétienne. C'est au Ve siècle que le Karabakh, comme le reste de l'Arménie, adopte l'alphabet arménien. Et d'ailleurs, la première école arménienne où la langue arménienne a été enseignée par le créateur lui-même de l'alphabet se trouve en Artsakh, au Karabakh, qui date du IVe siècle. Et tout au long de cette histoire mouvementée, nous avons naturellement été, comme tous les autres Arméniens, tout en partageant ce destin avec des moments de victoire, de peine, de privation et autres. Alors, c'est une république autoproclamée indépendante. Pourquoi la communauté internationale refuse finalement de reconnaître ce territoire comme arménien quand on sait qu'il est peuplé en majorité d'Arméniens, justement ? La communauté internationale devrait reconnaître les résultats du référendum, parce qu'il y a eu un référendum en 1991 pour proclamer la République d'Artsakh ou la République du Haut-Karabakh, dans la mesure où nous savons que ne pas le faire, ne pas reconnaître cette République, c'est donner raison aux envies qui sont, et nous voyons très très bien, à cette volonté très très ferme de la part de l'Azerbaïdjan d'éradiquer cette population, d'exterminer définitivement cette population. Et dans notre esprit, proclamer un État, donc créer des structures qui protégeraient la population arménienne de toute volonté d'éradication, était un moyen solide, un moyen assez présent pour pouvoir empêcher cette éradication. Reconnaître la République d'Artsakh, ou en tout cas reconnaître la perspective d'une réunification avec la République d'Arménie, c'est de couper court à toute volonté, une fois encore ferme, de la part de l'Azerbaïdjan, d'éradiquer cette population définitivement. Alors justement, on va parler de l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, en tout cas, cela fait plus de 40 jours que les Arméniens du Haut-Karabakh sont bloqués. Certains ont été séparés de leur famille dans la douleur. Quelle est la situation ? Est-ce qu'il y a quand même eu une évolution ces derniers jours ? Est-ce que des personnes ont pu recevoir des médicaments, de la nourriture ? Non, l'évolution, il n'y a pas d'évolution. Ça fait 44 jours que nous sommes dans un blocus total. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Dans un froid glacial, nous sommes en hiver, bien sûr, parfois moins 5, moins 10 degrés. Donc plus d'électricité. De Celsius. Non seulement la route est bloquée, vous avez dit, c'est l'unique route qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie, mais aussi pour aggraver la situation. Délibérément, l'Azerbaïdjan a coupé à la fois le gaz, l'approvisionnement en gaz du Haut-Karabakh qui provient de l'Arménie, mais aussi de l'électricité, mais aussi de temps à autre la connexion Internet. Donc c'est un isolement total que l'Azerbaïdjan essaie d'imposer aux habitants, 120 000 habitants du Haut-Karabakh, 120 000 personnes, dont
30 000 enfants qui aujourd'hui sont à la fois dans le froid, avec une pénurie alimentaire de plus en plus présente. Oui. L'alimentation infantile, la nourriture infantile manque cruellement, sauf avec quelques éléments. Seulement la Croix-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge arrive à apporter comme des gouttes d'eau quelques médicaments et surtout transférer les malades qui sont dans un état critique vers l'Arménie pour qu'ils puissent avoir des soins adaptés. Oui, bien sûr, les enfants aussi en première ligne. Alors, certains parlent d'épuration ethnique. Il y a quelques semaines, on parlait même d'une alerte génocide. On a pu voir ces vidéos aussi circuler de soldats azéris s'en prendre à des Arméniens, détruire des croix. Encore hier, on a vu cette vidéo circuler d'un soldat azéri en train de détruire une croix, je crois, dans un cimetière. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a une vraie épuration ethnique pour vous en ce moment? Il y a une véritable épuration ethnique et pas en ce moment seulement. Aujourd'hui, le blocus est un moyen, est un instrument, un énième instrument pour que cette politique d'épuration ethnique soit appliquée au Haut-Karabakh. Vous savez, depuis la défaite arménienne, depuis 2020, toutes les localités peuplées jadis d'Arméniens ont été vidées totalement de leur population arménienne. Tout le lien qui peut représenter avec l'histoire, un lien qui peut exister entre l'Arménien qui a vécu sur ce territoire est supprimé par l'Azerbaïdjan. Par exemple, les cimetières. Un cimetière, c'est un lien, c'est une mémoire pour chaque famille avec ses parents. Et donc les cimetières sont détruits. Les lieux de culte sont détruits, supprimés, transformés. Oui. Les maisons des Arméniens sont détruites. Donc tout est fait pour que ce lien qui a existé à un moment donné entre un Arménien qui a vécu sur ce territoire et la terre même soit supprimé pour que cet Arménien ne puisse plus jamais revenir. Oui. Supprimer le lien, c'est supprimer la mémoire des Arméniens, la trace de la présence des Arméniens. C'est ça que nous appelons une épuration ethnique. Ce n'est pas une expression uniquement de haine ou de violence. C'est une politique réfléchie, mise en place systématiquement avec des outils différents qui diffèrent en fonction des périodes. Et aujourd'hui, c'est le blocus qui est devenu l'instrument pour pouvoir faire en sorte que ces Arméniens, lassés de la situation, finalement quittent ce territoire et que l'Azerbaïdjan trouve ce territoire sans les Arméniens. Alors justement, pour revenir sur cette épuration ethnique, quelle est peut-être l'origine de cette haine, entre guillemets, de l'Azerbaïdjan face aux Arméniens? Est-ce que c'est un conflit religieux, en plus d'être territorial? Est-ce qu'il y a aussi quelque chose comme ça, de cet ordre-là? Non, ce n'est pas un conflit religieux, c'est une expression du nationalisme exacerbé de l'Azerbaïdjan. Vous savez, la Turquie est un acteur aussi dans tous les événements qui se passent, parce que la Turquie soutient d'une manière sans retenue cet Azerbaïdjan, tout en appelant l'Azerbaïdjan un peuple dans deux États différents. Et ce nationalisme exacerbé turco-azerbaïdjanais existe depuis un siècle, dont les cibles sont toujours l'Arménie et les Arméniens. En Turquie et en Azerbaïdjan, il me semble que la situation ne changerait pas si il n'y a pas un travail de dénazification équivalent à celui qui a été effectué en Allemagne après la Seconde Guerre. Et de reconnaissance du génocide arménien également. Absolument, parce qu'aujourd'hui, quand vous baladez en Turquie, il y a des rues et il y a des impasses, il y a des monuments qui glorifient ceux qui ont perpétré le génocide des Arméniens. Tant que cette situation existe en Turquie et bien entendu aussi en Azerbaïdjan, la situation ne changera pas et cette volonté d'éradiquer les Arméniens restera. Alors, aujourd'hui, le territoire du Haut-Karabakh est protégé, entre guillemets, par la Russie. Alors, on s'interroge beaucoup dernièrement sur le rôle de Moscou. Il y a ces camions de casques bleus qui ont été déployés par la Russie pour les Arméniens ces dernières semaines, que le président azéri Ilham Aliyev a encouragé à prendre. Il veut que les Arméniens partent de ce territoire. Vous l'avez très bien expliqué. Qu'est-ce que vous pensez du comportement de la Russie dans ce conflit? Est-ce qu'il y a une lassitude aussi de la part des Arméniens du Haut-Karabakh envers Moscou, qui est censé protéger ses habitants?
Alors Moscou a déployé des forces de maintien de la paix. Ces forces sont avant tout là pour empêcher des opérations militaires d'envergure. Et pour l'instant, heureusement, il n'y a pas d'opération militaire d'envergure parce que ça serait la fin du Haut-Karabakh. Ces forces de maintien de la paix, bien entendu, la population du Haut-Karabakh attend beaucoup parce qu'il n'y a pas d'autres éléments sur qui s'appuyer pour pouvoir espérer une issue à cette situation. Et donc l'attente est grande, c'est compréhensible. Mais il faut dire que les forces de maintien de la paix n'ont pas beaucoup de moyens non plus pour pouvoir agir, pour pouvoir sanctionner, pour pouvoir changer la situation. C'est la raison pour laquelle c'est la communauté internationale dans son ensemble qui doit agir pour imposer à la fois des sanctions à l'Azerbaïdjan, à la fois sanctions politiques et économiques contre les dirigeants et les oligarques azerbaïdjanais pour organiser un pont aérien humanitaire vers le Haut-Karabakh et fournir une aide massive humanitaire à la population du Karabakh. Alors, on parle des réactions internationales. Les ministres européens qui se sont mis d'accord, on l'apprenait hier, pour établir une mission civile en Arménie et au Parlement européen. Une résolution a été votée également, je crois, jeudi dernier pour condamner le blocage donc, de cette route de Latchine, appelant l'Azerbaïdjan à la rouvrir immédiatement. Mais ces mesures prennent beaucoup de temps finalement à être appliquées. Elles ne sont pas assez efficaces selon vous ? Elles ne donnent pas de résultats, c'est un fait, parce que l'Azerbaïdjan ne voit pas des contraintes imposées pour pouvoir agir autrement. Oui. Donc les déclarations, évidemment... Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques aussi. Et c'est l'occasion pour moi de remercier, vraiment, d'exprimer toute ma gratitude pour tout ce soutien que nous voyons dans le monde entier, venant de tous les continents. Mais à un moment donné, ça ne suffit pas parce que le blocus est toujours là. L'enjeu, c'est la survie des 120 000 personnes qui vivent au Karabakh. Et derrière la survie de ces 120 000 personnes, c'est la survie de l'État d'Arménie. Le Haut-Karabakh, vidé de sa population arménienne, c'est l'affaiblissement extrême de la République d'Arménie. Et donc, la question de l'existence de la République d'Arménie va se poser aussi à un moment donné. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, le Haut-Karabakh n'est qu'une première étape. L'Azerbaïdjan, ensuite, pourrait s'attaquer à l'Arménie, comme on l'a vu d'ailleurs cet été, les incursions directes des Azéris en territoire arménien. C'est la suite, en fait, des choses, quoi. En fait, cette supposition, cette perspective est clairement affirmée haut et fort par le président de la République d'Azerbaïdjan lui-même, qui, pendant ses vœux du Nouvel An 2023, publiquement à la télévision, a déclaré que les territoires aujourd'hui arméniens, de la République d'Arménie souveraine, comme le sud de l'Arménie, le sunnique, même la capitale de la République d'Arménie, Yerevan, ce sont des terres historiques azerbaïdjanaises et que tôt ou tard, que l'Arménie le souhaite ou pas, ces terres seraient libérées, pour l'Azerbaïdjan, seraient libérées et peuplées d'Azerbaïdjanais. Et c'est ce que les enfants étudient, je crois, aussi à l'école, les enfants azéris, ils étudient dans les manuels scolaires que Yerevan fait partie de l'Azerbaïdjan, il me semble. Depuis 30 ans, bien sûr. Alors, le dîner politique annuel du CCF, donc les organisations arméniennes de France, aura lieu demain soir à Paris, en présence normalement du président Emmanuel Macron, du moins de responsables politiques français de premier plan, comme chaque année. Est-ce que vous croyez que la France peut jouer aussi un rôle dans ce conflit, un rôle majeur, essentiel ? Je l'espère de tout cœur, parce que la France a été et reste un des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE. Ce groupe de Minsk de l'OSCE est le groupe de médiation qui a œuvré pendant 30 années pour trouver une solution politique et pacifique, exclusivement pacifique au conflit du Karabakh. Donc la France maîtrise parfaitement le sujet, connaît bien le dossier et parmi ses partenaires européens, elle est la mieux placée pour trouver une solution à cette situation, une fois encore, dramatique. Bien sûr, je l'espère, mais comme il y a urgence, il est absolument nécessaire que ce pont aérien soit mis en place, qu'une aide humanitaire massive arrive à la population du Haut-Karabakh. Et malheureusement, je dois le constater, que les déclarations, les appels de la communauté internationale ne suffisent pas. Il est temps vraiment
que des sanctions soient appliquées, un régime de sanctions soit appliqué contre les dirigeants et les oligarques azerbaïdjanais. Alors, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, notamment, c'est l'Iran. Alors, est-ce que vous pensez que la République islamique d'Iran est un soutien fiable à long terme de l'Arménie, du Haut-Karabakh? On sait que voilà, l'Iran aide beaucoup en ce moment quand même les frontières du Haut-Karabakh. Mais quand on connaît son idéologie, quand on sait ce qui se passe aujourd'hui en Iran, plus de 500 morts suite aux manifestations contre le pouvoir et la répression depuis le mois de septembre, est-ce que c'est un allié dont peut se passer l'Arménie? L'Iran a toujours gardé la neutralité dans notre région, et pendant la guerre 44 jours où le Haut-Karabakh et l'Arménie étaient sauvagement attaqués, l'Iran a toujours gardé la neutralité. L'Arménie s'est retrouvée très très seule pendant il y a 2 ans, il y a même aujourd'hui 2 ans et demi, pendant cette guerre, et cette neutralité bien sûr est quelque chose qui est appréciable dans la mesure où ça ne se retourne pas contre les Arméniens en plus. Mais ça empêche aussi peut-être une solidarité de la part des États-Unis, de la part de l'État d'Israël, dont on parle beaucoup sur cette antenne. L'enjeu est tellement vital, voyez-vous, qu'aujourd'hui il s'agit de la vie de 120 000 personnes, et derrière des 120 000 personnes, de 3 millions d'habitants, de l'existence même de l'État arménien. Face à cet enjeu, chaque pays, à mon avis, devrait prendre ses responsabilités pour pouvoir éviter, prévenir une catastrophe humanitaire, une catastrophe humaine tout simplement, qui va pas tarder à arriver. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ovanes Gevorkian, représentant en France de la République du Haut-Karabakh. On suit évidemment cette situation avec une grande attention sur Radio J, et on continuera à en parler. Merci beaucoup. Merci infiniment de votre invitation. À très bientôt.